Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant 1 heure, bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio, avec la presse quotidienne régionale, c'est Territoire d'info, 1 heure de direct, 100% haute définition, comme chaque jour on retrouvera notre invité politique à 8 heures, aujourd'hui c'est Nathalie Kosciusko-Morizet, la candidate à la primaire de la droite et du centre qui sera débriefée par nos éditorialistes. Dans un instant le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale, puis vous retrouverez le Zapp Élysée, c'est le premier zapping politique de la journée sur cette antenne. Mais tout de suite, le JT des territoires. À tout de suite. Entre 10 000 et 16 000 places supplémentaires, a annoncé hier Jean-Jacques Urvoas. Le ministre de la Justice entend s'occuper de la question de la surpopulation dans les prisons françaises. On va se rendre à la maison d'arrêt de Nice, justement, où les cellules sont pleines. La nouvelle a donc été plutôt bien accueillie, mais avec quelques réserves. Sophie Jean-Roy pour Azur Télé. Une première tranche de 3 900 cellules pour 2017, exclusivement en maison d'arrêt dans les régions ayant une surpopulation élevée, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Toulouse et l'Île-de-France. C'est le souhait du ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. Et la région PACA est prioritaire. Compte tenu de la situation carcérale à Marseille et Nice, c'est une bonne nouvelle pour Nordine, secrétaire départementale du syndicat UFA-PUNSA Justice. Que la région PACA soit prioritaire, c'est une bonne chose parce qu'on est vraiment en manque de place au niveau de l'ADI de Marseille. On doit être, après Paris, l'ADI la plus sinistrée en termes de place de population de cellules. Donc oui, c'est une bonne chose. Entre 10 000 et 16 000 nouvelles cellules pourraient être construites sur l'ensemble du territoire d'ici 2025. L'objectif est de remédier à la surpopulation. Dans le même temps, le ministre n'a pas clairement assuré une augmentation du personnel pénitentiaire. Un bémol pointé du doigt par le syndicaliste. À Nice, on compte un surveillant pour 100 détenus. Au niveau du personnel, ça entraîne une grosse fatigue parce qu'il tourne grosso modo, on va dire 80% des surveillants tournent avec 108 heures supplémentaires par trimestre. C'est le maximum autorisé. Donc ça entraîne beaucoup de fatigue. Et en termes de gestion pour la population pénale, quand un surveillant est rappelé sur un repos pour venir travailler, il n'est pas très motivé. Les détenus qui se entassent les uns sur les autres ne sont pas non plus des anges, donc ça crée des frictions. La situation carcérale à la maison d'arrêt de Nice est critique. 673 détenus sont entassés ici pour une capacité théorique de 360. La surpopulation a atteint 188%. Malgré ces chiffres, le garde des Sceaux souhaite une personne détenue par cellule. En l'état, la création de nouvelles cellules à Nice ne serait pas envisageable selon l'association La Clé des Champs, implantée dans le quartier Pasteur. Son président Philippe Hilaire met en avant le manque d'espace. Cette maison d'arrêt, elle s'étend sur seulement 2,3 hectares. Elle compte 680 détenus. Des maisons d'arrêt avec une capacité identique, en général, s'étendent sur 10 à 15 hectares. Donc là, on est sur un site très restreint, avec une concentration maximum, cerné, comme vous le voyez, de 800 logements. Si la construction d'une nouvelle prison paraît aujourd'hui indispensable, le débat est vif entre les élus locaux et l'État. Deux pistes sont à l'étude, une réhabilitation sur site ou un nouvel établissement hors de Nice. Un consensus doit encore être trouvé d'ici la fin de l'année. Une visite très attendue. Dans la journée, Nicolas Sarkozy sera à Calais alors que la construction du mur a commencé. Le candidat à la primaire présidentielle de son parti, Les Républicains, sera accueilli par l'un de ses principaux soutiens dans les Hauts-de-France, la maire de la ville, Natacha Bouchard. Un reportage de Caroline Fichten pour Ouéo dans le Nord. Ils sont plus de 10 000 selon le dernier comptage des associations, 10 000 exilés parmi lesquels 10% de mineurs. Nicolas Sarkozy, candidat aux primaires de la droite et du centre, sera mercredi à Calais, mais ne se rendra pas dans la jungle. Ce qui est assez symptomatique, c'est que contrairement à d'autres hommes politiques comme Xavier Bertrand ou Juppé, il n'ira pas sur le camp. Or, on ne peut pas percevoir, à mon avis, la situation calaisienne sans aller faire un tour sur le camp. Nicolas Sarkozy sera au port demain matin avant de rencontrer en mairie transporteurs, agriculteurs et acteurs économiques du secteur. Frédéric Van Gansbeck du Grand Rassemblement du Calaisis participera mais ne croit pas à l'idée de Nicolas Sarkozy d'installer le camp de migrants outre-Manche. Ça fait bien de dire qu'on va mettre le camp en Angleterre, sauf que je ne vois pas pourquoi les Britanniques accepteraient demain que le camp soit chez eux alors qu'aujourd'hui ils ont tous les avantages sans avoir les inconvénients. Enfin, je veux dire, il faut redescendre sur terre. Très clairement, c'est plus que symbolique le fait qu'il vienne, c'est qu'il vienne expliquer très clairement autour d'une table ronde
aux représentants de ceux qui souffrent globalement sur le périmètre de la ville de Calais et du Calaisis. Quel est son plan? Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il va faire d'un point de vue, je dirais, migratoire? Et qu'est-ce qu'il peut faire pour le soutien économique à l'ensemble du territoire du Calaisis? Et ce soutien économique, c'est justement ce qu'attendent les Calaisiens qui réfléchissent déjà à des solutions pour l'après-démantèlement. Dans l'actualité ce matin aussi, lever l'omerta sur les abattoirs. C'est l'objectif du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie rendu public hier mardi. Un rapport qui comporte 65 préconisations, parmi lesquelles rendre obligatoire le contrôle vidéo, mais aussi faire évoluer l'abattage rituel. Olivier Michel de Médias du Sud a rencontré Fabrice Verdier, député du Gard et membre de cette commission d'enquête parlementaire. Suite à la diffusion de vidéos chocs réalisées dans des abattoirs français dont ceux d'Alès et du Vigan par l'association de défense animale L214 qui ont révélé des mauvais traitements, une commission d'enquête parlementaire avait été créée en mars 2016. Une commission qui a ce mardi 20 septembre rendu son rapport avec 65 préconisations comme la formation du personnel des abattoirs, le renforcement des contrôles vétérinaires, la mise en place de vidéosurveillance et une nécessaire évolution des pratiques pour l'abattage rituel. Nous, ce qu'on préconise dans la commission, c'est de faire évoluer cet abattage rituel qui, selon les endroits où l'on fait, l'interprétation qui est faite par les autorités religieuses, peut être source de maltraitance animale. Et donc, lors d'une audition, on s'est rendu compte qu'un spécialiste des questions religieuses nous expliquait que selon les scarificateurs, donc ceux qui sont autorisés à procéder à l'abattage d'animal, l'interprétation pourrait être différente. En Allemagne, par exemple, l'étourdissement est quasi identique à celui qu'on fait en France dès lors qu'il n'est pas rituel. C'est-à-dire que l'animal est très étourdi, l'animal est inconscient, et puis après est très clairement abattu et égorgé. Donc moi je pense que notre rôle, c'est que les pouvoirs publics, c'est ce qu'on propose, les professionnels du secteur, les abattoirs et les représentants des rites religieux, qu'ils soient musulmans ou juifs, puissent discuter de cette évolution. Je crois qu'elle est nécessaire, il faut le faire calmement, sereinement, dans la transparence, pour que justement, à la fois on respecte les pratiques religieuses, et c'est normal, mais qu'on respecte aussi le bien-être animal. Quand une coopérative montpelliéraine rencontre un géant américain du fast-food, les petites pommes des menus enfants de McDonald's ont encore un grand avenir devant elles. La coopération Co-Fruits Doc, située à Saint-Just, à l'est de Montpellier, a signé un bon contrat avec la chaîne américaine de fast-food. 1000 tonnes de pommes par an seront achetées à prix fixe sur 3 ans. Céline Durchon pour Médias Sud y est allée. Co-Fruits Doc et McDonald's, c'est une histoire qui a commencé en 2003. Les sachets de petites pommes proposés dans le menu enfant proviennent de cette coopérative à Saint-Just, à l'est de Montpellier. Granny Smith, Pink Lady ou encore Gala, les pommes sont adaptées au process de tranchage et baignées dans de l'antioxydant pour éviter l'oxydation des tranches. Avec ce partenariat, la chaîne de fast-food privilégie les approvisionnements en local avec des pommes issues de vergers 100% éco-responsables qui assurent une méthode de production de fruits de haute qualité. Sur le sachet, la traçabilité permet de remonter à la parcelle de l'agriculteur. D'avoir signé la charte verger éco-responsable, pour nous c'est un tremplin. Ça veut dire que notre métier va être expliqué dans tous les petits sachets qui vont être vendus chez McDo. Et quand on voit que c'est à plusieurs millions, pour nous c'est très très important de voir que tout le travail qui a été fait, tout le travail qui se fait et qui continue à se faire, va être mis en valeur. Ça c'est très important. Voilà. Et c'est un gage de fiabilité. Le partenariat passe d'1 an à 3 ans entre les deux enseignes, une contractualisation pluriannuelle qui leur permettra de travailler dans la durée. Avec ce contrat, McDonald's, Co-Fruits Doc et Florette, fournisseurs de fruits et légumes, s'engagent sur l'achat de 1000 tonnes de pommes par an à un prix fixe sur 3 ans renouvelables. En 5 ans, la vente de fruits chez McDonald's a augmenté de 80%. Aujourd'hui, on atteint à peu près 20 millions de sachets de fruits par an. On a la chance de vendre des pommes de manière régulière tout au long de l'année. C'est aujourd'hui un produit qui reste à la gamme de manière permanente. Et donc c'était important de s'engager auprès de la filière, de montrer qu'on était fidèle et qu'on serait encore là dans 3 ans. McDonald's est déjà en collaboration avec Florette à Toreil dans les Pyrénées-Orientales qui réalise 100% des salades. Dans la région Occitanie, la chaîne de fast-food compte 120 restaurants et génère 6500 emplois.
Une bonne nouvelle, les rouges c'est pour bientôt, les blancs c'est presque terminé. Les vendanges vont bon train dans le Bordelais et pourraient s'étaler sur un bon mois et demi. Une récolte 2016 qui arrive après des conditions météo particulièrement difficiles. Les viticulteurs craignaient un millésime moyen, mais la vigne a mieux réagi que prévu. Franck Poirot pour TV7 en Gironde. Comme dans beaucoup de propriétés viticoles bordelaises, le millésime 2016 du château Chantegrive, situé dans les Graves à Pau-d'Ensac, aurait pu donner du fil à retordre à ses propriétaires. Certaines parcelles de rouge ont été victimes de gel cet hiver, le printemps, c'est le moins que l'on puisse dire, très humide. Et pour couronner le tout, l'été s'est mis lui aussi à compliquer la vie des vignerons. Les 2 mois et demi de sécheresse auraient pu finir de faire plier définitivement leur morale. Bref, la vigne a eu une année climatique difficile, mais depuis une dizaine de jours et les premières coupes de raisins blancs, la gérante de ce château retrouve le sourire et le moral. Les volumes récoltés sont généreux, le soleil et la chaleur n'ont pas eu raison, ni des arômes, ni de la fraîcheur de ces raisins blancs. Même ceux du cépage Sémillon coupés ce mardi ont réussi à obtenir une belle couleur dorée. Il est temps de les ramasser. Pour le directeur technique du château Chantegrive, le comportement de la vigne peut réserver quelques surprises. C'est surtout les jeunes vignes qui ont souffert et les vieilles vignes sont quand même assez bien implantées depuis très longtemps. Là, on est dans une parcelle qui a 50 ans, donc elle n'a pas du tout souffert de la chaleur. On peut trouver quelques raisins flétris, mais dans l'ensemble, on peut regarder, c'est bien doré, c'est bien plein, donc on est assez satisfait, oui. Les vieilles vignes de cette parcelle, par exemple, ont su aller chercher de l'eau en profondeur à une quinzaine de mètres. La gérante de cette propriété estime que seuls 6 hectares sur les 94 qu'elle exploite ont souffert de la sécheresse. Pour Marie-Hélène Lévesque, ce millésime 2016 est prometteur. Les sauvignons sont magnifiques selon elle. Les sémillons devraient l'être aussi. Bref, l'optimisme est de mise. Il faut attendre de voir ce que va faire la météo là, pendant les 4 semaines à venir. A priori, il n'y a pas de problème pendant 15 jours là. Donc il faut être optimiste de toute façon dans ce métier. Si on n'est pas optimiste, c'est pas possible. On peut pas récolter. En fait, on est tributaire de la nature, de ce que la nature nous envoie, autant sur le plan climatologique que la qualité des raisins. Donc, mais là, on est vraiment content. Les rouges doivent encore attendre une dizaine de jours avant d'être ramassés. Les pluies de la semaine dernière, près de 30 mm, ont été salutaires. Elles ont permis de relancer le processus de maturité des baies. Le potentiel alcoolique est là, mais les tanins ont encore besoin de s'affiner. Bref, dans cette propriété des Graves, les responsables sont confiants, même s'il faut attendre que toute la récolte soit dans le chai pour se prononcer définitivement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Avant d'accueillir les éditorialistes de la presse quotidienne régionale, une revue de presse de vos journaux ce matin. Alors, pour l'écho de la Haute-Vienne, 16 000 places supplémentaires d'ici 2025. Prison à tour de bras, c'est le titre de l'écho de la Haute-Vienne. Le garde des Sceaux affirme qu'il faut construire jusqu'à 16 000 nouvelles cellules pour permettre l'encellulement individuel. Prison et condamnation sont en forte croissance. Ce sera le thème du débat avec nos éditorialistes dans un instant. Ouest France, là aussi c'est surpeuplé, ça se bouscule dans les amphis, c'est le titre du grand journal de l'Ouest. Sur la formation au cœur de l'actualité des imams, La Voix du Nord titre « À l'école des imams de France ». C'est le titre de La Voix du Nord aujourd'hui. Pour Sud-Ouest, on revient sur un sujet qu'on a traité il y a un instant dans le journal des territoires, c'est des caméras dans les abattoirs avec un point d'interrogation. Après le scandale de Mauléon, les députés ont planché sur des mesures pour réduire la souffrance animale. Tous les abattoirs pourraient être placés sous vidéosurveillance. On en a parlé tout à l'heure. À ne pas confondre avec Libé. Libération Champagne ce matin. C'est la primaire doit apporter un projet alternatif. Le titre de la une. David Blanchon, le premier fédéral du Parti socialiste dans l'Aube, estime que la gauche se trouve face à un vrai danger de scission dans Libération Champagne aujourd'hui. Le Parisien, on accueille dans un instant la chef d'édition des Hauts-de-Seine du Parisien, titre la grande passoire, il s'agit de la fraude dans les transports, elle nous en parlera. Il y a de nouveaux chiffres et qui font peur sur cette fraude dans les transports, c'est la grande passoire pour le Parisien.
L'éco-républicain, titre aujourd'hui sur une lycéenne qui meurt écrasée par un bus. On en parlera aussi dans un instant avec Éric Moine, son rédacteur en chef. Il y a des initiatives dans le domaine de l'emploi à Chartres qui sont très intéressantes dans l'éco-républicain aujourd'hui. Enfin, le Midi Libre, on va accueillir également Zoé Cadio tout à l'heure, c'est la fausse alerte à Paris. Un ado nîmois qui a été arrêté. Il est âgé, vous le savez, je crois, de 14 ans. Ça a beaucoup choqué l'opinion publique. Et le collégien a été interpellé en Lozère, au collège de Dèze. Et on reviendra évidemment dans le débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale sur ce problème dans un instant. Tout d'abord, je les accueille. Bonjour à vous, merci d'être là aujourd'hui. On va commencer par Éric Moine, allez, tout de suite, puisqu'on vient de parler de votre journal L'Éco-Républicain. Vous êtes rédacteur en chef, vous arrivez de Chartres spécialement pour cette émission. Merci d'être avec nous. On va passer aussi à Zoé Cadio. Bonjour Cyril. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste au Midi Libre et à l'Indépendant, et puis une régulière de cette matinale d'info. On peut dire ça comme ça. Et puis une toute nouvelle, merci d'être là. Bonjour. C'est Gaëtane Bossard, chef d'édition, j'en ai parlé il y a un instant, du Parisien pour les Hauts-de-Seine. Et merci d'être présent pour représenter votre titre maintenant dans ce débat des éditorialistes. On va démarrer tout de suite. On va s'intéresser, comme je le disais, aux propositions de Michel Urvoas pour faire face à la surpopulation carcérale. Le ministre de la Justice veut repenser la prison. Vous avez compris, il s'agit bien sûr de Jean-Jacques Urvoas. On va écouter ses propositions, celles qu'il a faites hier, avec le coût de ses propositions notamment. Jean-Jacques Urvoas. Je voudrais donc donner ce que sont nos besoins et les chiffres que nous avons repérés, calculés, conçus. Pour lancer les constructions, il faudrait, dans le budget de l'année de 2017, plus d'1 milliard d'autorisations d'engagement. Il y a eu l'année dernière, en 2015, 4000 agressions physiques en détention. Et ce chiffre traduit une aggravation, puisque au 1er août, il y a eu en 2016 déjà 2500 agressions physiques dans les établissements. Il faut mieux exploiter les places inoccupées dans nos établissements pour peine. Au 1er août, tous mes chiffres datent du 1er août, dans ces 96 établissements pour peine, il y avait 2300 places vacantes. Cela concerne les centres de détention, les quartiers centres de détention, les maisons centrales, les quartiers maisons centrales ou d'autres structures encore. Et donc il n'est pas admissible d'avoir d'un côté une surpopulation et de l'autre des places qui sont vacantes. Voilà, c'était Jean-Jacques Urvoas, le ministre de la Justice, hier. Éric Moine, vous êtes un spécialiste des prisons, du sujet prison. Vous avez passé 10 ans proche de la centrale de Moulins. Vous étiez à l'époque donc reporter à La Montagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on en est arrivé là? Comment a-t-on pu en arriver là? On est arrivé là simplement parce que la justice déjà elle-même est le parent pauvre du budget de l'État. On est à 1,9% du budget, je crois, cette année, c'est-à-dire dans les plus faibles proportions d'Europe. Et l'administration pénitentiaire qui dépend de la justice, elle, c'est la fille délaissée du parent pauvre. Donc on est à moins de 3 milliards de budget, ce qui est vraiment très, très peu. 187 prisons en France. Je rappelle que le dernier chiffre, M. Urvoas parlait du 1er août, il me semble qu'en septembre, on doit être à 69 000 détenus en France. C'est pas loin de 70 000, ça fait chaque année on bat les records et il n'y a toujours que 58 000 places, donc 58 500 places. Donc les besoins sont effectivement de 10 à 16 000. Alors rien que ça, cet écart qui a été donné par le ministre entre 10 et 16 000 m'interroge beaucoup parce que je rappelle 58 000 places qui existent aujourd'hui et on projette d'en faire 10 à 16 000. Je ne sais pas où on va trouver l'argent parce que c'est énorme. Alors justement, vous parliez de lui, Jean-Jacques Urvoas était le porte-parole du manque de places dans les prisons et il se retrouve aujourd'hui aux commandes avec le problème en fait. Voilà, d'ailleurs quand il annonce le nombre de places, j'ai remarqué qu'il se gratte la tête. Parce qu'effectivement pendant des années et des années, c'est lui qui a dénoncé la surpopulation carcérale. Aujourd'hui, il a les mains dans le cambouis, si je puis dire. Donc là, où est-ce qu'il va trouver son milliard? Je me le demande. Je rappelle le budget de la pénitentiaire, on a 2,9 milliards. Donc trouver 1 milliard en plus,
Je ne sais pas comment il va faire, mais ça va être extrêmement compliqué, surtout vu l'état du budget français. Gaëtane Bossard, vous êtes chef d'édition du Parisien dans les Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine, il y a la maison d'arrêt de Nanterre. Vous avez fait un papier, il n'y a pas très longtemps, qui a dénoncé le fait qu'au fond, quand des détenus rentraient, on leur faisait signer une décharge en expliquant qu'on allait sans doute les faire dormir par terre. Oui. Et du coup, ça s'est arrêté, je crois. Hein. Oui. C'était en début d'année, c'était au mois de janvier. Ceux qui arrivaient, les détenus qui arrivaient dans le bâtiment des arrivants, donc, on leur proposait de signer une décharge, comme quoi ils s'attendaient à la possibilité qu'on les fasse dormir par terre sur des matelas. C'était pour la prison a expliqué que c'était pour les préparer à, et c'était quelque chose d'humain, présenté comme d'humain, pour dire que il y avait en début d'année, la prison a 30 à 50 matelas par terre. De toute façon, il y a trop de monde, donc il faut bien faire dormir les gens quelque part, et s'il n'y a pas assez de lits, c'est quelque chose qui est devenu un peu courant, de mettre des matelas par terre. Alors le problème est partout, Zoé Cadio, puisqu'il y a aussi une surpopulation carcérale à la prison de Nîmes. D'ailleurs, Jean-Jacques Urvoas s'y est rendu cet été. Oui, mais alors la surpopulation carcérale à Nîmes, c'est un dossier assez récurrent. Hein. Il faut rappeler quand même que, d'après les derniers chiffres, je crois qu'on parle de 413 détenus à l'heure actuelle pour 192 places, donc c'est plus de 220% de détenus en plus. Le problème n'est pas nouveau. Hein. En 2015, déjà, il y a eu une plainte qui avait été déposée par un des détenus auprès de la Commission des droits au tribunal européen. Il avait eu gain de cause. Mais c'est pas pour ça que ça avance plus, hein, parce que comme le rappelait mon confrère, le budget de la pénitentiaire est ce qu'elle est, et que c'est pas simplement Nîmes, mais c'est aussi Fresnes, c'est aussi justement Moulins, voilà. Donc, mais il y a autre chose aussi qui m'a un petit peu interpellée. Je dirais aussi, c'est que le ministre a évoqué que dans certains endroits, il y avait, je dirais, une certaine manière de la place dans certaines prisons et pas d'autres. Alors, c'est joué en même temps sur les maisons d'arrêt et les centres de détention, et pendant des années et des années, on n'a pas voulu mélanger les gens qui n'étaient pas encore condamnés et ceux qui étaient condamnés à des longues peines. Éric, je crois qu'il ne faut pas confondre. Le ministre ne parle pas de construction de nouvelles prisons, déjà une. On parle plutôt d'aménagement. Et ces 2300 places qui sont soi-disant libres, c'est juste un besoin de la pénitentiaire, parce qu'il parle d'établissement de longue peine. Or, on ne gère pas des longues peines comme en maison d'arrêt, ce n'est pas du tout les mêmes peines. Longue peine, quand on fait plus de 10 ans, l'encellulement individuel est obligatoire. C'est obligatoire pour tout le monde, normalement, depuis 150 ans. Ça n'a jamais été appliqué. Et la France est condamnée quasiment chaque année pour des conditions indignes de détention. Donc le volant de 2300 places, c'est tout simplement que la pénitentiaire en a besoin pour gérer ces établissements de longue peine. Et les problèmes sont différents partout, puisqu'à Nîmes, il s'agit aussi de mineurs. Non, alors à Nîmes, il n'y a pas de mineurs, il y a juste des hommes et des femmes. Mais le problème est le même, hein, de toute façon. Pour les mineurs, c'est plus compliqué. Pour les mineurs, c'est plus compliqué. Déjà, on ne peut pas mettre un mineur en prison en dessous de 13 ans. Déjà, première chose. Ensuite, les mineurs en détention en France, c'est moins de 1%. C'est pas vraiment un problème en soi. Le problème est vraiment général. Il n'y a plus de place en prison, mais depuis 200% de surcharge. Il y a beaucoup de maisons. Voilà, on anime. J'ai en tête un exemple dans l'Allier. On a beaucoup de maisons d'arrêt sont complètement saturées. Il faut bien connaître la différence entre les maisons d'arrêt et les établissements pour peine. Établissements pour peine, à peu près 20% des détenus en France, eux, il n'y a pas de problème. Il y a des cellules individuelles dans les établissements. Dans les maisons d'arrêt, souvent, la plupart des cellules sont des cellules collectives. Et c'est dans ces cellules-là que l'on met les matelas par terre. Maison d'arrêt, je rappelle aussi quand même que à peu près un tiers des détenus en maison d'arrêt sont des personnes considérées juridiquement innocentes. Elles ne sont pas définitivement condamnées. Un tiers des détenus. Alors, il y en a qui sont déçus par les propositions de Jean-Jacques Urvoas. On va écouter Christophe d'Orangeville, qui est du syndicat CGT pénitentiaire, qui est déçu. On l'écoute, puis on prend le débat après. On attendait également des annonces en fait sur le changement de politique pénale qui est en place aujourd'hui. Il faut savoir que dans le contexte sécuritaire dans lequel on est aujourd'hui, la politique pénale est assez restrictive, et aujourd'hui tout ce qui est pour les peines alternatives à l'incarcération ne sont pas forcément pris en considération. On les écoute, les gardiens de prison? On les écoute, on les écoute. Ils parlent beaucoup, mais ils n'ont pas le droit de grève, déjà. Il faut le savoir. Un garde de prison n'a pas le droit de faire grève. Donc c'est pour ça que leur seul moyen de protester en général, c'est de brûler des pneus devant les prisons.
Mais il n'a pas tout à fait tort dans ce qu'il dit. Je vous rappelle que la grande loi Taubira, qui a institué une nouvelle peine qui s'appelait les peines qui faisait partie des peines alternatives. C'était une forme de sursis mise à l'épreuve que les magistrats n'ont pas bien compris. Alors il s'agit des bracelets, on explique. Non, c'est pas du tout des bracelets aussi, non, mais des mesures alternatives à l'enfermement. Voilà, les mesures alternatives, de toute façon, il y en a très peu en France. Alors c'est quoi je pense qu'il y a un problème sociétal. Je vois que les magistrats, dès qu'un détenu est dehors en bracelet électronique ou bien en sursis et recommet des infractions, c'est tout de suite un gros scandale. Donc je pense que les magistrats ont peur de l'utiliser. Et les alternatives, ça ne fonctionne pas en général, globalement. Alors, elle avait raison, Christiane Taubira, de Cadio. Sur un plan humain, oui. Je pense aussi que sur un plan de la gestion de la population carcérale, il est vrai aussi que pour éviter aussi la récidive, plusieurs études ont montré qu'il était bien peut-être de préparer la sortie et d'amener les gens à travailler à l'extérieur, même s'ils revenaient le soir. La question du bracelet électronique a été posée plusieurs fois. Il faut savoir aussi que ça représente un budget important. Et que là aussi, on est confronté à un problème de ressources. Et puis, comme le soulignait mon confrère, le problème, c'est que quand ces détenus bénéficient de ce type de mesures pour la réinsertion et que par derrière, il y a un dérapage ou un meurtre, tout de suite, on revient sur un débat sécuritaire en disant qu'il ne faut pas faire sortir les gens. On reste avec vous, Zoé Cadio, avec la une du Midi Libre et de l'Indépendant. Un adolescent nîmois âgé de 14 ans a été interpellé en Lozère. Il fait partie de ces hackers qui ont mis le quartier des Halles sous tension, déclenchant une vaste opération de police samedi. Qu'ont-ils dans la tête, ces jeunes ados? Alors, qu'ont-ils dans la tête? Je pense qu'il faut quand même... raison garder d'une certaine manière. Il ne faut pas oublier que tout le monde, les enfants ont toujours fait des canulars au téléphone. Alors là, ils sont sous influence. De qui, de quoi? Je pense quand même qu'il faut remettre les choses à leur place, quoi. Qui n'a pas fait, je veux dire, moi je l'ai pas fait, mais enfin bon, souvent avant les enfants prenaient le téléphone et ils appelaient une grand-mère en disant bon bah voilà, je fais une bêtise, est-ce qu'il y a ceci, ou je vais sonner à la porte et puis je m'en vais, quoi. Bon, là maintenant on est passé dans une nouvelle ère. On n'est pas du tout dans la même problématique. Ça correspond il y a des alertes terroristes partout. Ça correspond à la société d'aujourd'hui. Tout simplement, c'est qu'ils font des alertes et puis ils font ce qu'on appelle le swatting. Et ils rebondissent là-dessus. On va les punir comment, Éric Moine? En prison, ça m'étonnerait, parce que pour qu'un mineur aille en prison, il faut vraiment que ce soit extrêmement grave. Et là, on est juste effectivement sur une fausse alerte. Donc je pense pas voilà, il a 14 ans. Je pense qu'il y a un problème éducatif. La loi française, pour les mineurs, c'est quand même d'abord l'éducation. C'est d'abord la mesure éducative, c'est pas la prison. Gaëtane Bossard, on va passer au fait du jour pour le Parisien. C'est la fraude à la RATP. Elle est très importante. Elle lance une campagne de communication à ce sujet. 1 million de pertes par jour, vous m'avez dit. 366 millions d'euros par an. C'est des chiffres énormes. C'est énorme, oui. C'est les chiffres qui sont livrés par tous les opérateurs de transport. Donc on a RATP, SNCF... ça concerne donc tous les réseaux parisiens, bus, RER, tramway, etc. Oui, c'est pas mal. Et c'est pour ça que ces opérateurs lancent une grande campagne pour dire attention, la fraude, ça nous coûte cher. Ça équivaut à je ne sais plus combien de bus ou de rames de métro en moins. Donc il y aura des contrôles renforcés, il y aura... voilà. On sait qui fraude? Est-ce qu'on a une petite idée de la manière dont ça se passe? Est-ce qu'on a caractérisé les fraudeurs? Il y a 3 journalistes du Parisien qui sont des fraudeurs, puisqu'ils l'ont fait toute la semaine dernière. Ça, c'était pour leur enquête. Voilà, pour tester, pour se mettre dans la peau du fraudeur et voir ce que ça donne. Pour ça qu'on a titré La Grande Passoire, parce qu'ils ont réussi à passer quand même assez facilement. Il y a eu 2 opérations de contrôle et qu'ils ont réussi à traverser avec un petit sourire ou machin. Bon. Et Valérie Pécresse a fait des propositions à ce sujet. Oui, alors en fait c'est... Hier, une conférence de presse. Oui. Donc elle a lancé cette opération. Il y aura plus de contrôles. Il y a aussi une loi qui a été promulguée en mars dernier, la loi Savary, qui met des sanctions plus importantes. Par exemple, donner une fausse adresse quand vous êtes contrôlé, ce genre de choses, c'est passible de quelques milliers. Elle est déjà assez coercitive, la loi Savary. Elle va l'être encore plus. Voilà, c'est ça. Après, c'est pas sûr que ça résoudra tout, mais bon. Éric Moine, dans l'Écho républicain, une opération Boost Emploi, innovation, une espèce de speed dating qui met les employeurs et les employés en contact dans une même pièce, à la fois dans les villages et dans les villes. Vous avez 1 minute, c'est intéressant. Oui, voilà, ça se passe en Eure-et-Loir, effectivement. C'est assez régulier comme rendez-vous. C'est une initiative du Conseil départemental et Pôle emploi. Chaque année, maintenant, ça fait 7 ans que ça existe. Le principe est vraiment tout bête, c'est faire rencontrer dans un même endroit, en général une salle communale, des employeurs et des demandeurs d'emploi.
Donc on arrive sur un département comme l'Eure-et-Loire à peu près chaque année 500 créations d'emplois tous les ans. La prochaine, c'est demain à Chartres, mais derrière ça, il y a un énorme travail de Pôle emploi. Je crois qu'il y a à peu près 12 000 contacts qui sont pris. J'ai une présélection, voilà, quelles offres disponibles, mettre en face les profils adéquats, les faire se rencontrer. Les gens sont contents, ça marche bien? Et ça fonctionne bien, oui. Il y a plus de 500 emplois, ça n'a pas l'air grand-chose par rapport au nombre de chômeurs en France. Au niveau du département. Mais pour un département comme l'Eure-et-Loire, où il y a à peu près 30 000 personnes qui cherchent un emploi, 500 par an, c'est vraiment énorme. Et c'est une vraie réussite, en tout cas. Merci Éric Moine, rédacteur en chef de l'Écho Républicain, d'être venu de Chartres sur ce plateau ce matin. Merci Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant. Et merci Gaëtan Brossard, chef d'édition du Parisien. Les Hauts-de-Seine, on vous retrouvera très bientôt sur ce plateau. On passe, car il est 8h, au zapping politique, le premier zapping des matinales, le Zap Élysée de Christophe Combarieux. On le regarde ensemble. À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. Et c'est Vercingétorix. Mon père est hongrois. On ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Une personne qui vient d'un territoire étranger à la France a d'autres ancêtres que les Gaulois. Nos origines sont plutôt franques. Bon, et là encore, je me répète, je ne suis pas convaincu que nos amis martiniquais ou réunionnais se retrouvent totalement dans cette définition-là. Au moment où je suis français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation. Assimilation, pardon, je ne vais pas faire d'étymologie, ça veut dire qu'on est tous pareils. Hein, et qu'on devient tous pareils. Gaulois. Et qu'on coupe ses racines. Quand on coupe les racines d'un arbre, il meurt. On n'est pas tous pareils. Il faut respecter notre diversité. C'est un mot qui ne me fait pas peur, le mot assimilation. Simplement, bien évidemment, nos ancêtres sont nos ancêtres, ils ne sont pas tous gaulois. Je me sens avec toutes ces racines, pleinement, entièrement, fièrement français. Ne nous caricaturons pas dans nos paroles. Faut-il faire un cours d'histoire à M. Sarkozy qui visiblement en a besoin? Oui, il y a parmi nos ancêtres des Gaulois, il y a aussi des Romains, des Normands, des Celtes, des Burgondes. Nous sommes français, nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germains. Des Italiens, des Espagnols, donc c'est ça la France. Il doit absolument changer sa vue. Stop au discours étriqué qui ne nous mène nulle part. Peu espagnol, de plus en plus portugais. Peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes. Et ça nous ramène à New York, où François Hollande a reçu hier le prix de l'homme d'État de l'année, un peu insolite alors qu'il est au plus bas dans les sondages en France. Il reçoit ce prix, je cite, pour son leadership dans la sauvegarde de la démocratie et de la liberté. Ce jour-là, nous étions tous américains, mais aujourd'hui vous êtes tous français. Parce que vous êtes conscients que la menace, c'est le terrorisme. Le Parti socialiste a lancé une offensive pour défendre le bilan du quinquennat de François Hollande. Le message c'est le bilan est bon, mais les Français ne le savent pas. Comment ça se fait? Mais vous savez, l'élection c'est toujours l'occasion de se tourner vers l'avenir. Je pense à lui avec beaucoup d'affection. Je vais vous faire une petite confidence, j'ai fait un tweet là-dessus. C'est le tweet où j'ai eu le plus de j'aime ou de reprises de tous ceux que j'ai fait depuis que je tweete. C'est dire à quel point les Français sont attentifs à sa santé et à quel point ils l'aiment. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Il est un peu plus de 8h. Notre invité politique, celui de Territoire d'Info, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes candidate aux primaires de la droite et du centre. Et pour vous interviewer aujourd'hui à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles. Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors, suspense ou pas, la commission de contrôle doit officialiser les candidatures à la primaire de la droite et du centre à midi.
Pas de suspense vous concernant? Rien, c'est sûr? Mais non, il n'y a pas de suspense. Il y a une ou deux personnes qui essayent de l'entretenir, qui sont les mêmes qui, pendant 6 mois, ont dit « Oh, elle n'y arrivera pas, la pauvre chérie ». Vous empêchez psychologiquement parce que je pense qu'ils ont un problème. Ils ont un problème avec le fait. Ça doit les angoisser. Et je ne sais pas, un psy pourrait en parler. C'est une façon pour eux de tenir à distance une réalité qui leur fait du mal. Enfin, j'en sais rien, je m'en fiche d'ailleurs. Donc maintenant, on est dans le débat et c'est bien. Sur quel thème allez-vous faire campagne? Véronique Jacquier, Sud Radio. Moi, je vais faire campagne sur une nouvelle société. Je vais faire campagne sur une nouvelle France. Je vais faire campagne, comme je l'écrivais dans mon livre de lancement de campagne au printemps, autour du fait que on a complètement changé de monde. Les Français vivent dans un monde en pleine transformation et la politique est restée largement à côté de cette transformation. Il est temps qu'elle rentre en quelque sorte dans le nouveau monde. Alors ça veut dire un certain nombre de choses très précises sur la transformation de façon de faire la politique. Par exemple, moi je propose une réforme constitutionnelle. Je pense qu'il faut sortir de cette espèce d'éternité sublime et figée, j'en parle ici depuis le Sénat, dans lequel la politique s'est enfermée pour qu'elle rejoigne la société. Je pense qu'il faut aussi retrouver les terrains des vrais débats, ceux qui sont dans la vie des Français. Par exemple, sur les questions d'emploi, sortir peut-être de nos débats de 2002, 2007, sur la durée du travail, sur les heures sub défiscalisées, pour rentrer dans ce qui fait le quotidien de plus en plus de Français et ce qui fera pour beaucoup leur avenir, qui est le développement d'autres formes de travail, du travail indépendant, de la multiplication des statuts et des parcours tout au long de la vie, avec des nouveaux enjeux, comme celui de la formation. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir plusieurs vies? Rentrer aussi dans un monde avec ses opportunités, celui un monde qui offre des secondes chances, pourvu que l'État se mette à sa vraie place, qui est d'accompagner les Français dans ce nouveau monde d'opportunités, plutôt que de rester dans ces vieux débats. Je vous donne juste un exemple très concret, moi, qui m'a beaucoup frappé. On a passé l'année dernière, l'année qui vient de s'écouler, en politique, largement à des débats qui étaient des débats théoriques, qui sont à côté de la vie. On s'est fait l'échéance de nationalité, on est passé tout près du droit du sang, on va probablement y revenir, et là on est en train de se taper l'histoire des Gaulois. Vous pensez vraiment que c'est hyper actuel dans la vie des Français qui aujourd'hui... Vous incarnez aujourd'hui, donc vous allez incarner dans ce débat qui vont démarrer aujourd'hui, le renouveau, la jeunesse, effectivement peut-être des idées nouvelles. Ça veut dire que vous êtes critique par rapport à ce climat de pré-campagne de primaire, où on en parlait de l'identité par exemple. Est-ce que ça, pour vous, c'est pas un bon thème de campagne? D'abord, il y a des questions intéressantes qui se posent autour de l'identité. Naturellement, la lutte contre le terrorisme est au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. Mais ce ne sont pas les seules questions. Et je pense que si la politique devait s'enfermer dans ces débats-là, elle passerait à côté de toute une partie de ce qui fait la vie et de ce qui fait d'autres angoisses des Français. Je donne juste par exemple une illustration concrète. Tout le monde s'obsède sur la question de l'immigration. Il y a bien des choses à dire. C'est-à-dire que dans l'immigration, il y a des gens qui viennent, souvent dans de mauvaises conditions, parfois pour de mauvaises raisons. Mais au moins, pour eux, la France représente une espérance. Il y a un sujet très angoissant dans la société d'aujourd'hui, peut-être plus encore, qui est l'émigration. L'émigration, c'est ceux qui veulent partir. C'est toute une jeunesse qui se dit que son avenir n'est pas en France, qui se dit qu'en France, on va lui demander de payer un système social dont elle ne bénéficiera pas, qu'il n'y a pas de job, que les formations sont pas forcément au top, et surtout qu'il y a le sentiment que sa réussite se fera pas là, que c'est ailleurs que ça se passe, que la France finalement est devenue la banlieue du monde, et il y a un âge où on veut être dans le cœur battant du monde. Eh bien moi, ça va se jouer sur quoi? Et ça m'intéresse au moins autant que la question de l'immigration. C'est pour vous dire que c'est pas juste que sur les sujets traditionnels de la politique, il m'arrive d'avoir des idées différentes de mes collègues que je crois utile de faire entendre, c'est que je pense qu'il y a aussi beaucoup de sujets qui sont dans la vraie vie et qui ne sont pas aujourd'hui dans le débat, et je veux les y porter. Vous êtes la seule parmi les candidats à la primaire qui est assez jusque-boutiste, puisque vous voulez carrément supprimer le statut de fonctionnaire. Oui, supprimer le statut de fonctionnaire, supprimer pour la plupart des fonctions. Voilà. Mais quand même, pourquoi? Ça concerne bon nombre de Français. C'est issu d'une expérience personnelle. Moi, j'ai été en charge d'un ministère dans lequel il y avait 60 000 fonctionnaires. Je pense que la plupart des fonctionnaires du ministère n'avaient pas de raison d'être sous statut. Depuis des décennies, et c'est pas un problème de droite ou de gauche, parce que la droite ou la gauche l'ont fait, on a dérivé, en fait, par facilité. On a placé sous statut toutes sortes de fonctions qui n'avaient pas de raison d'être. Normalement, le statut de la fonction publique sont des droits et des devoirs.
c'est un statut qui est très contraignant, qui est contraignant pour les deux d'ailleurs, hein, qui est contraignant pour le fonctionnaire, il y a un certain nombre de devoirs, et qui est contraignant pour l'État. Parce que quand l'État embauche un fonctionnaire, il l'embauche pour toute sa carrière, pour toute sa retraite, et jusqu'au décès en fait du conjoint, avec les pensions de réversion. Ça fait long comme engagement. On doit se poser la question de savoir quelle est la pertinence. Et je crois, oui, aujourd'hui, que pour beaucoup de fonctions, le statut n'est pas adapté. J'ajoute, parce que certains disent, oui, il faut au moins garder le statut pour toutes les fonctions régaliennes. Oui, probablement, il faut garder le statut pour les fonctions régaliennes. Est-ce qu'il faut garder l'emploi à vie? Ça se discute. Regardez l'armée, qui a réussi sur ce sujet à faire sa grande transformation. Il n'y a pas plus régalien comme fonction que l'armée. Aujourd'hui, dans les opérations extérieures, quand vous êtes au Mali, je passais une semaine au Mali avec nos armées au printemps dernier, vous risquez votre vie. Vraiment, je dirais, il y en a qui la perdent. Eh bien, ces soldats, ils ne sont pas, pour la plupart d'entre eux, dans un contrat à vie. Ils sont dans un contrat 5, 10, 15. Donc même avec des fonctions très régaliennes et même sous statut, c'est pas forcément de l'emploi à vie. Et vous savez quoi? Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Parce qu'évidemment, ça apparaît comme une protection, premier abord, d'être fonctionnaire. Mais c'est aussi, à un moment, un enfermement. Et je reprends l'exemple de ces militaires. L'armée, parce que c'est intéressant, l'armée, si vous voulez, elle a évolué sur la gestion de ses personnels vraiment très tôt. Eh bien, aujourd'hui, au bout du contrat de 5, 10, 15, il y a de l'outplacement. On est accompagné vers l'emploi et on trouve un emploi. Et on trouve un bon emploi et on trouve facilement un emploi. On n'est pas au chômage. C'est possible. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous parliez il y a un instant d'immigration. Aujourd'hui, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, est auditionné au Sénat. Il va s'exprimer à propos du démantèlement du camp de Calais. Vous êtes d'accord avec la méthode du gouvernement, c'est-à-dire une répartition de ces populations sur l'ensemble du territoire? On voit que dans votre camp, il y a un véritable débat. Laurent Wauquiez, Christian Estrosi sont contre. Xavier Bertrand a dit, mais si, il faut le faire. Bon, lui, il est particulièrement, je dirais, important pour lui, évidemment, puisqu'il est de cette région-là. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de solution tant qu'on n'a pas une politique globale d'accueil vis-à-vis des migrants. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de perspective aux Français en leur disant voilà où ça commence, voilà où ça s'arrête. Voilà quelles sont les conditions d'accueil. Voilà là, combien on en prendra. Mais là, on est dans l'urgence. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de bonne solution sur le court terme si vous ne donnez pas de perspective aux Français. C'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas où on va, on sera dans la situation que vous dites, qui en fait sera un point de vue géographique. C'est-à-dire que les élus qui sont confrontés localement à la jungle disent naturellement il faut démonter la jungle et on les comprend. Et ceux qui risquent de recevoir les nouvelles installations disent attendez, on a vu le problème que c'était là-bas et on ne veut pas que ça se passe chez nous. Il n'y a pas de bonne solution si vous n'êtes pas capable, et c'est le cas du gouvernement, parce que le gouvernement n'a pas été capable de le faire, de dire aux Français, voilà quelles sont nos conditions d'accueil. On fait quoi? Parce que là, il y a urgence à mettre en place une politique migratoire. Ça fait juste des années que ça dure maintenant. Là, il y a quand même des milliers de migrants à Calais. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. On a réussi en Europe, quand on a dû faire face parfois par le passé à des urgences aussi, à des enjeux considérables, on a réussi à mettre en place des politiques communes fortes. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on a besoin d'une politique migratoire forte. Je ne suis pas d'accord avec mes collègues qui disent la solution, c'est de fermer les frontières de la France. Mais ça n'existe pas de fermer les frontières de la France. Donc le problème n'est pas franco-français, il est européen. Mais c'est pas parce que le problème est européen qu'on peut dire qu'il n'y a pas de solution à court terme et que ce sera seulement dans 3 ans. L'Europe, c'est nous. Question très concrète. Véronique Jacquet, Sud Radio. Lundi prochain, la mairie de Paris va voter la création d'un centre temporaire pour les migrants, un centre temporaire d'accueil. Le coût, c'est 8 millions d'euros. Vous êtes la chef de file des Républicains à Paris. Est-ce que vous votez pour la création de ce centre temporaire? Oui ou non? Non, et je vais vous dire pourquoi. Pour la même raison que je suis songeuse vis-à-vis de ce qui se passe à Calais. C'est-à-dire que bien sûr, dans les conditions dans lesquelles ça se passe à Calais, on préfère tous que ce soit démantelé. Mais s'il n'y a pas derrière de solution, s'il n'y a pas de perspective, si c'est juste pour faire un appel d'air, on est juste en train de recréer des camps dans lesquels d'abord on n'est pas bien sûr que ce soit la fin à Calais parce que ça va se remplir. Et puis derrière, de toute façon, le problème va se poser la même condition ailleurs. Et c'est ce qui va se passer à Paris, si vous voulez. C'est-à-dire que, comprenez. Donc vous votez non. Face à l'urgence humanitaire, moi j'y suis allée, boulevard de Flandre. Face à l'urgence humanitaire, vous dites, mais bien sûr il faut évacuer, mais bien sûr il faut trouver des solutions. C'est évident, mais tout le monde le vit comme ça. Simplement,
on a une responsabilité aussi comme responsable politique de se demander où ça va. Et si il n'y a pas de politique derrière, par exemple, un truc, on nous dit on va organiser les critères, machin. Oui, mais aujourd'hui, les reconduites à la frontière ne sont pas effectuées. Donc aujourd'hui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur les critères de droit d'asile, sur l'accélération des procédures, sur les reconduites à la frontière ne sont pas effectuées. Nathalie, donc les gens qui sont déboutés du droit d'asile ne sont pour la plupart d'entre eux pas reconduits. Et le ministre de l'Intérieur nous dit ah oui, mais on a fait hier un charter. Attendez, quelle proportion? C'est très faible. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous êtes l'invitée politique de Territoire d'Info, la matinale de Sud Radio, de Public Sénat et de la PQR. Un autre thème et un autre ministre, celui de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a hier fait des propositions pour tenter de résorber la surpopulation carcérale. Il faut du temps, ça coûte cher. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Attendez. Et qu'est-ce que vous feriez de plus ? Avant de faire des propositions, ce gouvernement devrait présenter des excuses. Parce que quand même, depuis le début du quinquennat, là, on a eu plusieurs années dans lesquelles on a arrêté des constructions de places de prison. Le problème de la surpopulation carcérale en France, il est connu depuis longtemps. Et puis, je veux dire, c'est binaire, c'est objectif, la surpopulation. On a des prisons dans lesquelles on a des taux de suroccupation de 150 jusqu'à 200%. Non mais attendez, pour s'occuper de demain, il faut quand même s'occuper de savoir pourquoi on en est là. Depuis le début de ce quinquennat, pendant plusieurs années, les socialistes ont arrêté la construction des prisons. Pourquoi ? Parce que Christiane Taubira était idéologiquement contre et pensait que la solution, c'était de sortir des prisons le plus possible. Des solutions alternatives, en tout cas. Oui, des solutions alternatives. Alors, je veux dire, ce point de vue se respecte, on peut l'entendre. Mais enfin, qu'on nous dise maintenant, avec cette espèce, vous voyez, de trémolo d'urgence dans la voix, oui, il faut construire très très vite des places de prison, on a quand même envie de leur demander avant, et dites, et pourquoi vous avez fait le contraire pendant plusieurs années ? Moi, je pense qu'il faut construire des places de prison. J'exerce régulièrement le droit de visite. Vous savez, quand on est un parlementaire, on a un droit de visite dans les prisons. Vous allez dans lesquelles ? On peut aller. Récemment, je suis allée à Fresnes, j'étais allée aussi dans le Loiret, je suis allée à Fleury. J'exerce ce droit de visite. C'est un sujet auquel je m'intéresse. Par ailleurs, je suis membre de la commission des lois. Donc ça fait partie des sujets dont on s'occupe. Oui, la surpopulation, elle est évidente. Et oui, il y a toutes sortes d'actions qu'on doit pouvoir mener en prison, qu'on ne peut pas mener en situation de surpopulation. Mais quand le garde des Sceaux nous dit aujourd'hui, en fin de mandat de François Hollande, il y a urgence, on a envie de lui dire quand même, commencez par dire quelque chose sur votre bilan. Gilles Leclerc. Autre question d'actualité, il y a un ministre, Thierry Mandon, qui a dit hier, la sélection à l'entrée des facultés, ce n'est plus un gros mot. Il a d'ailleurs été recadré par la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. C'est quelque chose qui vous choquerait ou pas, une sélection à l'entrée des facs ? Je suis heureuse de l'entendre dire ça, parce que moi je l'ai dit, il y a un an, avec la plus grande fermeté, à l'occasion de la rentrée universitaire. Et à l'époque, ils étaient tous tombés dessus. Toute la gauche et une partie de la droite, d'ailleurs, pour dire non, ça n'est pas responsable. Moi, j'avais dit alors, et je le maintiens, que nous avons besoin de briser deux tabous à l'université, qui sont la sélection et qui sont la modulation des droits d'inscription. Sur la sélection, on est dans une hypocrisie. En France, on a le secret. Quelque part, c'est incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup de pays où on n'oserait pas. On dit pas de sélection, c'est ouvert à tous. Ça, c'est le discours public. Et la réalité, c'est qu'il y a une sélection qui existe à l'université qui se fait sur les pires critères. Elle se fait sur quels critères ? D'abord, elle se fait sur le critère de l'échec. Mais une fois qu'on a constaté... Non, attendez. Elle se fait sur le critère de l'échec. Pour une autonomie complète des universités, par exemple. Il faut aller jusqu'au bout. Il reste une minute. Ah ouais, mais je pense qu'il y a une autonomie financière beaucoup plus importante que celle-là. Je finis juste sur la sélection. Rapidement. Aujourd'hui, ça se fait sur la base de l'échec et ça se fait sur la base financière. C'est-à-dire qu'on nous dit, moi quand je dis il va falloir moduler les droits d'inscription, on dit ça va être une sélection sur la base financière. Non, parce que moi ce que je veux c'est une modulation en fonction des revenus et du coup une politique de bourse extrêmement dynamique avec des obligations pour les universités d'avoir certains pourcentages de bourse et certains niveaux de bourse, que ce soit pas la misère, qu'on soit pas obligé de travailler beaucoup à côté parce qu'en fait le niveau de bourse c'est juste un pécule. Aujourd'hui c'est pas le cas et aujourd'hui vous avez de la sélection sur l'argent. Regardez, les profs disent... Les professeurs disent sur l'argent, c'est 200 €. Non, pas du tout. Parce qu'ils se sont débrouillés pour contourner l'interdiction de la sélection. Donc, il y a la sélection qui se fait. Et vous avez des avocats qui vous disent pour 1 800 €, on vous fait un dossier et on vous contourne la sélection illégale qui s'est mise en place. Mais il faut les trouver, les 1 800 €. Les 1 800 € que vous payez à l'avocat sont devenus vos droits d'inscription à l'université qui, soi-disant, n'en pratiquent pas. Merci. Mais il n'y a pas pire hypocrisie que ça. Enfin, je veux dire, c'est social. En fait. Merci, Nathalie Kosciusko-Morizet. On est arrivé à la fin de cet entretien. On va passer au débrief de vos propos. Vous restez avec nous et on va
regarder tout de suite, les éditorialistes dans un instant. Voilà, on passe, merci Nathalie Kosciusko-Morizet, on passe au débrief de vos propos avec Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Cyril, Yves. bonjour à tous, bonjour Denis. Bonjour Denis Jambard, éditorialiste, bonjour Yves, bonjour Cyril. Éditorialiste à Nice Matin et aussi à Sud Radio. Absolument. Restez dans le Sud. Alors, on démarre ce débrief des propos de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était notre invitée. Alors, quand je lui dis suspense ou pas, elle a eu l'air de dire que c'était plié, évidemment. Elle avait ses parrainages. La commission de contrôle doit officialiser les candidatures je crois à midi. Pas de suspense, mais alors elle a eu l'air de dire qu'il y en aurait qui auraient bien aimé la déstabiliser et que vous avez entendu, elle était ironique sur le fait qu'il y ait eu ce petit suspense dans la presse, d'ailleurs. Oui, enfin, je sais pas, la presse, si elle a intérêt à la déstabiliser, je vois pas, c'est pas son rôle. Non, ce qui est sûr, c'est qu'elle a peiné... Non, mais elle a peiné depuis que le principe des primaires est acquis à avoir. Elle l'a dit elle-même. Ça a été dur, ça a été rude. Parce que, vous savez, c'est pas un monde de bisounours, hein, le milieu politique. Elle évidemment, a pas eu l'air de décrire ça, hein. Non, mais il y a quand même des gens qui ont essayé peut-être de lui mettre des bâtons dans les roues. Ce qu'il faut savoir, et les auditeurs et les téléspectateurs ne le savent pas suffisamment, c'est que les candidats dits grands, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, Juppé, Fillon, ne se sont pas arrêtés pour ce qui est des parrainages de députés, par exemple, ou de parlementaires, plus largement, à 20. Ils sont allés bien au-delà. Nicolas Sarkozy en avait quelques 150, Fillon pas loin de 100. Alors évidemment, ça assèche parce que les parlementaires, il y en a pas tant que ça. Et puis il y a aussi la récolte des élus locaux qui est compliquée. Enfin bon, c'est un travail qui a été compliqué et chapeau, elle a réussi, et tant mieux. Oui. Denis Jambard. Elle a réussi et j'espère qu'elle sera confirmée comme elle l'a dit. Et je trouve que c'est une bonne chose parce qu'elle a une voix libre et elle apporte quelque chose d'important, je trouve, au débat. D'ailleurs, elle l'a encore montré ce matin. Voilà, elle a dit qu'elle était critique par rapport à ce climat de début de campagne des primaires. Elle ne veut pas qu'on s'enferme dans les questions de sécurité. Elle parle de migration, elle, au lieu d'immigration. Vous avez noté ça ? Le mot a changé depuis pas mal de temps. Depuis un an, on parle de migrants et non plus d'immigrés. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc ce vocabulaire, il a changé. Avant, on parlait de sans-papiers. Maintenant, on parle de réfugiés. Enfin, on mélange tout. La grande chose, c'est que tous ces gens-là sont des clandestins. Voilà, ce sont des clandestins. À tous. Et pour certains, mais pour certains, même quand ils sont réfugiés, ils sont clandestins. Réfugiés économiques. Non. Réfugiés, ils peuvent être des réfugiés politiques et ils ne deviennent après que légaux que quand on leur a accepté le droit d'asile et les papiers. Mais je trouve qu'elle a raison de parler de migration parce que c'est le grand phénomène qui est devant nous. C'est un phénomène mondial. En effet, on sait l'explosion démographique sur les pays du Sud. Et donc, on est face à une question mondiale de migration. Alors après, ça génère des problèmes d'immigration, d'intégration, d'assimilation et le débat qui a lieu à l'heure actuelle, notamment à droite. Mais c'est vrai, nous sommes face à une grande question migratoire et de ce point de vue, je trouve qu'elle ne se trompe pas de vocabulaire. Ça peut être une chance d'ailleurs, pense-t-elle. Ça a toujours été une chance. Maintenant, la question c'est le mouvement est tel, le flux est tellement considérable que est posée la fameuse capacité d'accueil et la fameuse phrase qu'on a évoquée hier de Michel Rocard, est-ce qu'on peut accueillir toute la misère du monde ? Eh bien, aujourd'hui, la réalité, c'est de dire que non, on ne peut pas. Et d'ailleurs, je pense que c'est un constat qui est aussi bien fait à gauche qu'à droite. Même si le débat est vif sur le sujet. La vérité, c'est que tout le monde est d'accord sur le constat. C'est une chance, mais là, c'est pas Nathalie Kosciusko-Morizet qui est en cause. C'est que vous regardez au fil de l'histoire, ça ne s'est jamais bien passé, les vagues migratoires. Jamais. Mais c'est vrai, c'est faux de dire que l'arrivée des Italiens, c'est très mal passé. Je vous rappelle les bidonvilles de Nanterre. Ils étaient peuplés de qui, les bidonvilles de Nanterre ? Mais de beaucoup de Maghrébins, même dans les années 20-30, l'arrivée des Polonais et des Italiens, c'est très mal passé. Et pourtant, ce n'était pas la même culture. C'était des cultures qui étaient beaucoup plus, j'allais dire, comparables, assimilables avec la culture française. Mais ça ne s'est jamais bien passé. Non, dans les années 30, il y avait énormément de monde. Dans le sud-est de la France, beaucoup d'Italiens. Et beaucoup d'Italiens dans une période qui était quand même très, très compliquée pour eux. Donc, ça ne s'est jamais bien passé. Et aujourd'hui, alors, ça a pris
des proportions énormes parce que ça concerne évidemment le monde entier avec des flux migratoires qui sont encore plus importants qu'ils ne l'étaient à l'époque. Mais ça ne se passe jamais bien. Il faut arrêter de penser ça. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était notre invitée ce matin, a parlé de supprimer le statut de beaucoup de fonctions des fonctionnaires, Denis Jambard. Elle a dit qu'on plaçait en fait sous statut des fonctions qui n'ont pas de raison d'être. Écoutez, moi, globalement, je pense qu'il y a un problème de statut de la fonction publique qui est figé depuis l'après-guerre. Donc, après, rentrer dans le détail, moi, je dois dire que c'est un sujet complexe. Mais comme elle a été ministre et qu'elle a observé ça de près, je pense qu'elle a des raisons, de bonnes raisons d'expliquer, de dire ça. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire rentrer dans le même moule 2 500 000 personnes. C'est une folie. C'est l'armée rouge. Une adaptation mais c'est pas une critique des fonctionnaires. Si vous voulez, on ne peut pas parler de ce sujet sans immédiatement dire on s'en prend aux fonctionnaires. Mais non, il faut absolument que la fonction publique évolue avec l'évolution de l'époque et de la société. Et elle a sans doute raison, il doit y avoir des fonctions qui aujourd'hui ne méritent plus d'être dans la fonction publique, je l'imagine. Bon, après, il faut rentrer dans le détail, et c'est un sujet complexe. C'est un thème de campagne dangereux, non, quand même? Parce que les fonctionnaires... C'est un thème de campagne, tous les thèmes sont dangereux. C'est un thème intéressant, en tout cas. Tous les thèmes sont dangereux de ce point de vue. Mais je dirais que c'est un vrai thème, et c'est un thème qui va se poser de plus en plus. Personnellement, je suis contre... La France marche avec 2 jambes qui ont 2 statuts différents et qui relèvent de 2 ressorts judiciaires différents aussi. Je suis de ceux qui sont contre... Oui, je suis de ceux qui sont contre, justement, ces 2 statuts. Il faut que tout le monde ait le même statut, soit justiciable au même titre devant la justice civile de droit commun. Moi, je suis contre le droit administratif. Tout ça a été créé, si vous voulez, au fil de l'histoire, et notamment, tout ça est parti de Napoléon. Il faut aussi réserver un statut particulier, me semble-t-il, à certaines fonctions qui relèvent du régalien, comme la police, enfin des statuts comme ça, mais tout le reste devrait effectivement être de droit commun, et c'est pas normal qu'il y ait 2 catégories de salariés. Je vais vous citer un exemple, par exemple. Le 1er janvier 2015, il y a une taxe qui a été créée, une taxe auprès des entreprises pour financer les syndicats. Une taxe de 0,000, je sais pas quoi. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que ces syndicats s'occupent principalement de qui? La fonction publique. De la fonction publique. Et ces taxes sont payées par les entreprises privées. Denis Jambard, il reste 1 seconde. Oui, non, mais écoutez, je partage. Je ne suis pas sûr qu'il faille... En effet, dans le régalien, il faut un statut de la fonction publique. Et c'est beaucoup de fonctionnaires. Mais c'est vrai qu'il faut en finir avec ce carcan qui a été créé maintenant à une autre époque et il y a bien longtemps et qui ne correspond plus aux temps actuels. Merci Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin et à Sud Radio. Merci Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. On passe au zapping Élysée, le premier zapping des matinales qu'on regarde ensemble. À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. Et c'est Vercingétorix. Mon père est hongrois. On ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Une personne qui vient d'un territoire étranger à la France a d'autres ancêtres que les Gaulois. Nos origines sont plutôt franques. Bon, et là encore, je me répète, je ne suis pas convaincu que nos amis martiniquais ou réunionnais se retrouvent totalement dans cette définition-là. Au moment où je suis français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation. Assimilation, pardon, je ne vais pas faire d'étymologie, ça veut dire qu'on est tous pareils. Et qu'on devient tous pareils. Gaulois. Et qu'on coupe ses racines. Quand on coupe les racines d'un arbre, il meurt. On n'est pas tous pareils. Il faut respecter notre diversité. C'est un mot qui ne me fait pas peur, le mot assimilation. Simplement, bien évidemment, nos ancêtres sont nos ancêtres, ils ne sont pas tous gaulois. Je me sens, avec toutes ces racines, pleinement, entièrement, fièrement français. Ne nous caricaturons pas dans nos paroles. Faut-il faire un cours d'histoire à M. Sarkozy qui visiblement en a besoin? Oui, il y a parmi nos ancêtres des Gaulois, il y a aussi des Romains, des Normands, des Celtes, des Burgondes. Nous sommes français, nos ancêtres des Gaulois, un peu romains, un peu germains. Des Italiens, des Espagnols, donc c'est ça la France. Il doit absolument changer sa vue. Stop au discours étriqué qui ne nous mène nulle part.
peu espagnol, de plus en plus portugais. Peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes. Et ça nous ramène à New York, où François Hollande a reçu hier le prix de l'homme d'État de l'année, un peu insolite alors qu'il est au plus bas dans les sondages en France. Il reçoit ce prix, je cite, pour son leadership dans la sauvegarde de la démocratie et de la liberté. Ce jour-là, nous étions tous américains, mais aujourd'hui vous êtes tous français. Parce que vous êtes conscients que la menace, c'est le terrorisme. Le Parti socialiste a lancé une offensive pour défendre le bilan du quinquennat de François Hollande. Le message, c'est le bilan est bon, mais les Français ne le savent pas. Comment ça se fait? Mais vous savez, l'élection, c'est toujours l'occasion de se tourner vers l'avenir. Je pense à lui avec beaucoup d'affection. Je vais vous faire une petite confidence, j'ai fait un tweet là-dessus. C'est le tweet où j'ai eu le plus de j'aime ou de reprises de tous ceux que j'ai fait depuis que je tweete. C'est dire à quel point les Français sont attentifs à sa santé et à quel point ils l'aiment. Voilà, c'était le Zappélisé 2017. Merci de nous avoir suivis. C'était Territoire d'Info, la matinale d'info de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. On se retrouve demain à la même heure. Bonne journée.